Au niveau des données structurées, une partie assez désagréable, mais excessivement importante, c'est le nettoyage des données. Et là, c'est difficile de seulement prétendre qu'on veut faire des sciences des données, qu'on veut extraire la richesse des données, que tout ce qui nous intéresse, c'est les algorithmes qui permettent, à partir de données propres, de retourner des prédictions bonnes. C'est assez naïf parce que le nettoyage des données fait partie aussi un peu de la compréhension des données. Et en sciences des données, on doit, à moins qu'on soit un étudiant dans une université où on a très souvent affaire avec des données propres, déjà nettoyées par d'autres, une des raisons étant qu'on veut comparer des techniques, donc on va utiliser exactement les mêmes données pour pouvoir comparer nos performances. En utilisant exactement les mêmes données, bien, les données qu'on utilise sont aussi propres qu'elles avaient été laissées par la personne qui les a utilisées avant, et le problème se pose un peu moins. Le nettoyage des données, ça va être fait pour détecter, corriger ou supprimer les erreurs qui sont dans les données utiles. Et on va voir qu'il y a toutes sortes de types d'erreurs et qu'un bon nettoyage des données va avoir un bon impact sur le processus qu'on va faire ensuite. Et c'est la partie où les données doivent être écrites dans une langue que l'ingénieur, l'informaticien, le scientifique, l'analyste peut comprendre. Parce que pour savoir s'il y a une erreur, il faut comprendre les données. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui fait des sciences des données doit nécessairement être un expert dans tout pour réussir à faire son travail. C'est souvent un travail qu'on va faire en collaboration avec les gens qui comprennent les données, mais qui, eux, connaissent moins les sciences des données. Il va y avoir des techniques automatiques, mais il va y avoir aussi des techniques là, où l'humain doit intervenir pour prendre une décision. Donc, dans les erreurs, là, ici, évidemment, je parle de données structurées, là, un peu comme adulte, là, où on a différents champs, différentes caractéristiques. Et là, on pourra avoir des erreurs de syntaxe, des erreurs de sémantique et des erreurs de couverture. Donc, au niveau de la syntaxe, on pourrait penser à des fautes d'orthographe. Au niveau de la sémantique, on pourrait penser à une phrase qui n'a pas de sens. Et au niveau de la couverture, on pourrait penser à tout simplement une réponse manquante. Donc, les erreurs de syntaxe, ce sont les erreurs qui vont être les plus faciles à analyser automatiquement. Et les erreurs sémantiques, ça va souvent être les erreurs au niveau du sens d'une donnée. La température en Celsius, ça peut être négatif. En Kelvin, c'est très peu probable. Et au niveau de la couverture aussi, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites, soit de façon automatique ou en utilisant l'intervention humaine. Il faut faire attention, une approche, lorsqu'on a beaucoup de données, ça peut être tout simplement d'éliminer tous les dossiers, tous les exemples problématiques. Si vous avez 10% d'erreurs, c'est énorme lorsque vous voulez faire quelque chose d'utile, mais passer de 1 million d'exemples à 900 000 exemples, sérieusement, c'est pas ça qui va anéantir vos conclusions. Par contre, ce qui pourrait anéantir vos conclusions, c'est que les fameuses erreurs ne soient pas, mais vraiment pas du tout aléatoires, et que les dossiers que vous allez éliminer vont être systématiquement dans des catégories, ce qui va faire que vous allez carrément biaiser vos données et que lorsque vous allez les utiliser après ça, après avoir créé votre modèle va être moins bon. Donc, au niveau des erreurs de syntaxe, on pourra avoir que l'âge de quelqu'un, c'est mâle. On pourra avoir aussi qu'au lieu d'écrire prénom, nom, on va écrire nom, virgule, prénom. On pourra avoir qu'une donnée a été entrée en kilomètres ou en milles, mais ici, là, vraiment, si on avait juste le chiffre, on ne pourrait pas le savoir. Hein, soit dit en passant, ça serait une erreur très difficile ou sémantique.
Ici, on a une erreur syntaxique parce qu'on peut, à travers l'analyse des caractères, de façon un peu triviale, se rendre compte qu'il y a un problème. MI, c'est pour 1000 et KM, c'est pour kilomètre. Et visiblement, les 1000 et les kilomètres ne sont pas interprétés de la même façon. Et donc, on aura des erreurs lexicales, des erreurs de formatage et des erreurs d'irrégularité. OK? Et je vous invite, comme d'habitude, à lire tout ça tranquillement et à y réfléchir. Au niveau des erreurs sémantiques, là, on tombe dans un terrain plus difficile, plus intéressant peut-être même. Mais dans ce cas-là, on va avoir des erreurs, par exemple, de contrainte d'intégrité. C'est un terme un peu technique là, qui vient des bases de données où on aurait des contraintes d'intégrité. On pourrait avoir, par exemple, un salaire négatif, un âge négatif, ou dans ce cas-là, c'est vraiment, plutôt que la syntaxe, c'est une règle sémantique. Tout âge doit être plus grand ou égal à 0 qui s'applique. On peut avoir des erreurs de contradiction. Ça, c'est lorsque la même information peut être extraite de plusieurs champs. Par exemple, l'âge et la date de naissance contiennent de l'information en commun. Soit dit en passant, la date de naissance donne plus d'informations, mais on doit quand même avoir une compatibilité entre les deux. On peut avoir des erreurs de duplication. Là, ici, je parle de duplication identique, sinon ce serait une contradiction. Et des données tout simplement là, invalides qui ne respectent pas des règles qui sont spécifiées par des êtres humains. Alors, au niveau des erreurs de couverture, on aura évidemment les données manquantes et les valeurs manquantes. Donc, une valeur manquante, c'est lorsque il y a un petit trou dans votre tableau. Pour un certain dossier, on n'a pas la taille. Et dans le cas d'une donnée manquante, c'est qu'il manque une colonne. Alors, on aura besoin de l'âge et c'est une donnée qu'on n'a pas du tout. OK? Ça, ce n'est pas un problème qu'on peut régler facilement en sciences des données. Vous prenez votre téléphone et vous demandez que quelqu'un vous fournisse la colonne. Mais dans le cas de la valeur manquante, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Une des choses qu'on peut faire, comme je l'ai déjà mentionné, c'est éliminer l'exemple, éliminer le dossier. Dans ce cas-là, on court le risque que les données manquantes soient, par exemple, seulement chez des femmes ou seulement chez des hommes ou seulement chez des minorités. On peut penser aussi que les données manquantes, c'est seulement les données qui seraient mauvaises. Quelqu'un qui refuserait, par exemple, de répondre, on pourrait penser que c'est parce que la valeur ne met pas cette personne-là en valeur, etc. Donc, il y a toutes sortes de biais qu'on peut imaginer avec les données manquantes. Mais il y a des techniques qu'on peut utiliser qui permettent de minimiser ça et qui consisteraient à utiliser l'ensemble des données pour prédire cette valeur-là. Et lorsqu'elle est manquante, rajouter la valeur prédite, ce qui demande quand même une certaine réflexion pour comprendre à quel point, dans quel contexte ça peut être utile ou dans quel contexte ça peut être intéressant. La donnée que vous avez ajoutée, qui a été prédite, c'est une donnée qui a été ajoutée sans aucune information extérieure. Hein? Donc, c'est autoréférentiel. Vous n'ajoutez pas plus de données. Cette case-là qui a été remplie n'est pas tout à coup une information de plus que vous n'aviez pas avant. Mais par contre, ça peut vous permettre peut-être d'utiliser les autres informations du dossier, les autres informations du champ, plutôt que d'éliminer le champ au complet. En termes de nettoyage, on peut utiliser des règles qu'on appelle en anglais le parsing. Le parsing, c'est, en général, on va rarement plus loin que d'utiliser une grammaire hors contexte, un peu comme un compilateur qui va essayer de comprendre le code à partir de grammaire hors contexte, mais ça nous permet d'analyser la syntaxe et la structure de façon sophistiquée et intéressante. Et on pourra analyser les données pour les nettoyer, pour les mettre dans un format standard, mais on pourra aussi transformer les données, par exemple, passer du système impérial au système métrique. On pourra vérifier que les contraintes d'intégrité sont bel et bien respectées. On peut utiliser les méthodes statistiques et on peut encore une fois utiliser le crowdsourcing
c'est-à-dire demander à des êtres humains de vérifier les données ou des échantillons de données ou toutes les données ou même toutes les données plusieurs fois pour s'assurer que tout est correct. Avec les méthodes formelles, je pense que l'outil le plus puissant qu'on peut utiliser, ce serait des grammaires hors contexte, mais honnêtement, déjà, si vous êtes familier avec les expressions régulières, les langages qui sont le moindrement un peu récents et populaires, là, ils ont tous des outils béton extrêmement bien faits pour gérer les fameuses expressions régulières. Les expressions régulières, c'est des façons de décrire des chaînes de caractères, mais de façon formelle. On pourrait décrire de façon formelle qu'est-ce que c'est une adresse de courriel. OK? C'est un paquet de caractères dans lequel il n'y a pas de signes bizarres, suivi d'un A commercial, suivi d'un paquet de caractères, suivi d'un point, suivi d'un paquet de caractères. Bon, vous voyez qu'on peut donner une recette. Et ces expressions régulières-là sont extrêmement puissantes. C'est un des outils les plus intéressants pour faire du nettoyage de données. Bon, au niveau des langages formels, comme je vous ai dit, avec les expressions régulières, on fait un bon bout de chemin. Si vous voulez aller plus loin, vous pourrez regarder les grammaires hors contexte. Les grammaires hors contexte, ce sont des façons de décrire des trucs qui vont avoir une complexité au niveau du parenthésage. Comme un langage de programmation, on pourrait penser que lorsqu'on a un bloc qui va être répété, il est entre parenthèses. Lorsqu'on a une expression mathématique, elle est entre parenthèses, etc. Et lorsque ce bloc-là est dans une section, la section, c'est une parenthèse autour des différents blocs. Et les expressions régulières ne fonctionnent pas très bien avec le parenthésage, mais les grammaires hors contexte, elles, fonctionnent bien. Alors, au niveau des expressions régulières, ici, vous avez un aperçu de ce qui se fait en Python. C'est ça que vous allez devoir utiliser et comprendre là, pour réaliser les tâches qui sont demandées dans le cours. C'est quelque chose que vous devez être capable de faire vous-même. C'est comme un petit langage de programmation extrêmement simple. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici en informatique, vous devriez être capable de comprendre comment ça fonctionne. Une transformation de données, en réalité, le terme ici, on veut l'utiliser pour quelque chose de spécifique, pas juste transformer des kilomètres en milles ou des milles en kilomètres, mais on voudrait, par exemple, faire une transformation qui va affecter plusieurs champs. En général, qui va affecter plusieurs champs. OK? Donc, on pourrait transformer des valeurs booléennes en bits. On pourrait vouloir, par exemple, décomposer une date écrite en texte comme un champ. On va la décomposer, par exemple, dans un élément où on aura 3 champs, l'année, le mois et le jour. Et donc, après la transformation, nos données, il y a plus de champs. OK? Et un autre type de transformation qu'on pourrait vouloir faire, ça va être une espèce de normalisation ou de standardisation des données. Et ça, c'est quelque chose qui peut aider au niveau de l'apprentissage automatique, au niveau de la modélisation. On va se retrouver avec des données où des fois les échelles sont arbitraires et la normalisation, c'est une façon de décrire les techniques où on va transformer les valeurs en valeurs comparables. Donc, par exemple, on pourrait décider qu'on va ramener la moyenne à 0, hein, en soustrayant la moyenne à tous les éléments, et l'écart type à 1, ou la variance à 1, en multipliant par la valeur appropriée. Et ce que ça va faire, c'est que lorsqu'on va voir 4, on sait que c'est vraiment en dehors là, de la norme, peu importe dans quelle colonne on va être. Donc là, évidemment, j'ai abordé le sujet avant que la page apparaisse. Au niveau de la normalisation, ça va vraiment être quelque chose qui va nous aider à gérer le traitement des données correctement. La normalisation, c'est supposé être une opération réversible. Si vous enlevez la moyenne, vous pouvez toujours l'ajouter ensuite.
ne perdez pas d'informations. C'est vraiment quelque chose, soit pour permettre à l'être humain de comparer et de comprendre mieux, ou de permettre aux algorithmes de comprendre et d'analyser mieux, surtout si les quantités de données sont réduites. L'exemple typique, c'est la cote Z, lorsqu'on va tout simplement prendre une distribution, faire l'hypothèse qu'elle est gaussienne, faire l'hypothèse que ça suit une loi normale, ce qui est une hypothèse à la fois forte, parce qu'il n'y a rien qui suit exactement une normale, et à la fois raisonnable, parce qu'il y a tellement de cas où la distribution suit à peu près une normale. Et donc, la cote Z, ça va être tout simplement moyenne 0 en variance de 1. Lorsqu'on utilise des méthodes statistiques, ce qu'on va vouloir faire, c'est on va essayer de détecter des valeurs aberrantes et on va essayer de prédire les valeurs manquantes. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, le serpent se mord la queue parce que pour arriver à faire ça, il faut déjà avoir nettoyé les données pour être capable d'appliquer les algorithmes qu'on apprend en sciences des données pour réussir à continuer le nettoyage des données. OK? Et donc, on pourra, par exemple, vouloir repérer ce qu'on appelle en français des données aberrantes ou en anglais des outliers. Il faut faire attention. La décision d'éliminer les valeurs aberrantes va avoir un impact sur les résultats que vous allez obtenir. Et ça vous donne un paramètre de plus sur lequel vous pouvez jouer sur l'algorithme pour malheureusement trafiquer les données pour obtenir ce que vous voulez. Vous pouvez avoir une étude et là, vous faites la moyenne, vous trouvez qu'il n'y a pas de corrélation, mais vous vous rendez compte qu'il y a des valeurs extrêmes. Et là, vous mettez un filtre qui va essayer de détecter les valeurs aberrantes. Évidemment, vous fixez la sensibilité du filtre pour enlever les données qui vous intéressent, ou plutôt qui ne vous intéressent pas. Et là, vous êtes content, vous dites, voilà, j'ai utilisé un filtre tout à fait efficace. J'ai réussi à enlever les données qui me paraissaient à moi aberrantes. Et là, vous obtenez que la corrélation que vous cherchiez apparaît tout à coup. Malheureusement, il y a eu intervention humaine ici et c'est quelque chose qui est dangereux. Il faut toujours faire attention lorsqu'on rajoute, lorsque vous donnez à votre équipe ou lorsque vous vous donnez à vous-même des paramètres, des hyperparamètres que vous pouvez modifier pour obtenir les résultats que vous voulez. Par contre, il est clair qu'il existe souvent des données qui sont réellement aberrantes et que si on les élimine, on peut avoir un effet positif. Imaginez par exemple que vous avez dans une colonne que l'âge de la personne est de 200 ans, ce qui est complètement aberrant, et que vous utilisez comme erreur la différence quadratique. Donc, comme dans votre évaluation de l'erreur, vous mettez au carré, dans ce cas-là, mettre au carré une valeur énorme, ça a un effet important. OK? Et on peut aussi utiliser ça pour prédire les valeurs manquantes. Et encore une fois, il faut bien comprendre que si la valeur n'est pas là, peu importe la technique que vous utilisez pour deviner cette valeur-là, ou bien vous devinez correctement, ou bien vous ne devinez pas correctement. Et donc, comme vous ne connaissez pas la vraie valeur, vous n'ajoutez pas aucune sagesse, aucune connaissance, vous n'ajoutez rien à vos données. Prédire une donnée manquante, ça ne bouge pas un trou dans les données de la façon dont on pourrait penser. Ce que ça va faire, c'est que ça va permettre au reste de la ligne, à cet exemple-là, aux autres parties de la ligne, de pouvoir évoluer dans le système de façon cohérente. Et donc, ça ne va pas vous permettre d'ajouter une valeur manquante là où il manquait une valeur, étant donné que de toute façon, vous ne la connaissez pas, cette valeur-là. Ça va juste vous permettre d'éviter de mettre aux poubelles le reste des données que vous avez accumulées pour cet individu-là. Une chose que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, qui est excessivement importante, c'est qu'il y a tout un domaine des sciences des données ou de l'apprentissage automatique ou de l'intelligence artificielle. Tout ça se confond dépendamment de la complexité des données.
Si vous avez des âges et que vos données anormales, c'est 200 ans, bon, les gens vont vous dire c'est clairement des sciences des données, mais si vos données aberrantes sont complexes, ça peut être l'apprentissage automatique pour les détecter. Et si vos données aberrantes, c'est que ce que vous avez, c'est un animal, je ne sais pas, une race de chien inappropriée dans un jeu de données de photos de chiens, là, ça devient de l'intelligence artificielle. De toute façon, vous avez des données. Et certaines données sont considérées comme anormales ou extrêmes. Et il y a tout un domaine de recherche et aussi un paquet d'applications existantes déjà qui nous permet d'essayer de détecter les anomalies. Et dans ce cas-là, on veut vraiment détecter les anomalies, c'est l'objectif de la démarche. OK? Et donc, ce n'est pas du nettoyage de données, c'est l'objectif. Le cas typique, c'est que vous aimeriez détecter un comportement anormal sur le réseau qui serait une attaque ou des mesures anormales dans un satellite, une sonde ou un réacteur nucléaire qui pourraient causer que le système a une défaillance majeure et que la perte ou le danger qui en résulte soit hallucinant. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas du nettoyage autant que carrément de la détection d'anomalies. Alors, au niveau de la production participative, il y a le crowdsourcing, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être dites. Il faut s'assurer d'un paquet de trucs là, qui soient respectés. OK? Il faut avoir un bon contexte pour justifier finalement qu'on va faire une dépense qui peut être importante dans certains cas pour avoir des personnes qui vont analyser les données manuellement, dossier après dossier. Ça peut être des cas où on n'est pas capable d'avoir un modèle qui nous permet d'apprendre à corriger les données. Bon. Que c'est trop compliqué ou qu'on n'a pas assez de données. Et donc là, dans ce cas-là, ça va prendre une intelligence humaine. Mais au niveau de l'intelligence humaine, on peut quand même utiliser une méthode semi-automatique. Parce qu'on peut avoir un processus où, par exemple, à chaque fois qu'il y a un problème, on questionne l'usager à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et dans ce cas-là, c'est aussi une approche mixte où en accumulant les données, on va accumuler les corrections des données. On peut avoir, par exemple, comme dans un engin que j'utilise pour apprendre du vocabulaire qui a été généré de façon semi-automatique par des gens qui ne peuvent pas parler toutes les langues. On peut, par exemple, avoir une case où on peut cliquer pour signaler une erreur. Dans ce cas-là aussi, c'est du crowdsourcing parce que vous allez avoir des millions d'usagers et donc vous allez apprendre de certains de ces usagers-là des erreurs qui vont vous être signalées. OK? Toutes ces techniques-là sont des techniques intéressantes. En fait, la technique où on demande à quelqu'un qui a vécu une erreur, une injustice ou un problème, d'intervenir et de signaler que tout ne se passe pas comme prévu au niveau éthique, c'est pas une approche qui pose vraiment beaucoup de problèmes. Par exemple, moi j'ai choisi ici à un moment donné, parce que les choses changent vite là, au niveau des outils comme les outils qui sont proposés par des grosses compagnies comme Google. Mais si vous demandez de traduire de l'allemand Gedankenexperiment, qui est le terme qu'on utilise pour les expériences de pensée du type Einstein qui s'assit sur un rayon de lumière, on peut avoir une petite phrase en bas qui dit « Si jamais c'est pas correct, faites la correction, donnez-nous du feedback, blablabla. » Et donc,
ce sont des approches qui sont importantes, qui permettent d'utiliser l'intelligence humaine et obtenir beaucoup d'informations. Mais évidemment, toute cette information-là, c'est aussi des données maintenant. Et là, tout à coup, ces données-là, elles aussi, vont devoir être validées et tout ça. Et donc, vous commencez à voir que le nettoyage des données, finalement, c'est pas quelque chose qu'on peut donner en contrat à quelqu'un et juste prendre des données propres là, et puis faire ce qu'on a à faire. Il faut faire partie du processus de façon concrète pour amener tout le système, finalement, à aboutir avec des données qui correspondent à ce qu'on a besoin, présentées de la façon dont on a besoin pour résoudre le problème qu'on nous a demandé. Les CAPTCHA aussi ont été utilisés pour l'apprentissage automatique. Si on veut entraîner un système à reconnaître des adresses, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois que quelqu'un veut entrer dans un site web, on lui dit « Prouve-moi que tu es une personne en reconnaissant cette adresse. » Et là, évidemment, on demande à la personne d'identifier l'adresse et ensuite, on laisse la personne entrer. Évidemment, il faut peut-être 3 fois sur 4 présenter une adresse qu'on connaît pour être capable de rejeter les robots qui ne sont pas des humains. Mais une fois de temps en temps, on pose une question auquel on ne connaît pas la réponse, ou on n'est pas sûr, ou on veut une confirmation, et ça nous permet d'avoir de l'information. Donc, lorsqu'il s'agit de boucher les trous, l'imputation de données, là, bon, j'en ai parlé. Il y a des méthodes qui sont des méthodes que j'appellerais naïves ou globales, où on va carrément remplacer les trous par la moyenne, la médiane ou le mode. Donc, faites attention. Les gens ont une obsession avec la moyenne. La plupart du temps, c'est pas la moyenne qui nous intéresse. La plupart du temps, c'est la médiane. Lorsqu'on parle d'une loi normale, c'est la même chose, mais quand c'est pas une loi normale, c'est pas la même chose. Et donc, si on parle de trucs comme le salaire, le nombre de clics, le nombre de livres vendus, la taille d'une ville, etc., c'est toutes des distributions qui n'ont absolument rien à voir avec des lois normales et pour lesquelles la moyenne a finalement à peu près aucune valeur. Qu'est-ce que je veux dire? Dans un pays où quelqu'un gagne 1 milliard de dollars par année, on va se retrouver que 80% des gens sont en bas de la moyenne des salaires, ce qui est un peu ridicule. Si on prend la médiane, on va vraiment avoir la moitié des gens qui sont en bas de la médiane, la moitié des gens qui sont en haut de la médiane. Puis le mode, ça pourrait être la valeur la plus typique lorsqu'on va compter les valeurs. On peut avoir évidemment des méthodes prédictives, j'en ai parlé. On peut entraîner des systèmes pour prédire la valeur manquante. Ça n'ajoute pas de richesse à votre système. Toutes ces méthodes-là n'ajoutent pas de richesse à votre système, autrement qu'en évitant de jeter aux poubelles les données que vous avez déjà accumulées. Et on peut aussi, lorsqu'on va utiliser des méthodes prédictives, on peut utiliser des techniques là, qui vont essayer de jouer des trucs. Là. On peut essayer de prédire la valeur à partir des valeurs qui sont, à partir des dossiers qui sont similaires ou apparentés. Dans certains cas, ça peut être apparenté dans le temps, etc. Ça ressemble à des techniques prédictives de machine learning, mais dans ce cas-là, on va parfois utiliser des trucs ad hoc dont la justification est un petit peu moins sérieuse. Alors, il faut que vous compreniez que l'approche prédictive pour boucher les trous, ça marche. OK? Les systèmes que vous voyez ici, ça date, on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire que je mette cette page-là à jour. On pouvait déjà, à l'époque, il y a quelques années, faire ça très, très bien. On peut imaginer des parties manquantes. Mais c'est pas nécessairement, ce qu'on va produire, c'est pas nécessairement la réalité. Ce qu'on va produire, la preuve que c'est pas vraiment la réalité, c'est que ici, par exemple, on a caché la partie où il y a des lunettes
Et le système, lui, n'avait pas de raison de penser particulièrement que des lunettes. De façon statistique, il nous a produit quelqu'un qui n'a pas de lunettes. Bon. Donc, vous voyez ici, on n'a pas la bonne réponse. OK? Mais la bouche était bonne. Si vous voulez l'utiliser, on a inventé des yeux, puis ça règle le problème du trou qu'on avait. Et donc, les techniques pour inventer des données manquantes, ça peut être très puissant. Trompez-vous pas là-dessus. On peut inventer des données manquantes qui vont avoir l'air vraies. Ça n'ajoute pas de valeur à vos données. Ces valeurs-là ont l'air vraies, mais n'ajoutent rien. Mais plus elles sont proches de la bonne statistique auquel on s'attend pour ce dossier-là, moins ça va faire de dommages d'avoir inventé finalement une valeur qu'on ne connaissait pas.